Ouais, parfait. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA et elle est réalisée par Home Transition. Aujourd'hui, nous allons avoir une thématique psychologie puisque nous allons parler avec Isabelle de comment réussir à se séparer de ces objets. Donc moi, je suis Pascal, je suis là pour répondre à vos questions en direct dans la barre de conversation, gérer les éventuels aléas techniques et puis à la fin, pour vous qui êtes en direct, vous aurez le plaisir de pouvoir ouvrir vos micros et poser vos questions à l'intervenant du jour. Si vous nous regardez en replay, eh bien sachez que vous pouvez vous inscrire pour nous voir en direct. Ça se passe sur go.movadom.com/visio et vous avez toute la liste de nos futurs visios et vous avez juste à cliquer sur 2 boutons pour vous inscrire et vous recevoir les mails et vous recevrez des mails vous indiquant le lien pour vous connecter le jour de la visioconférence. Isabelle, je te laisse te présenter, prendre le contrôle et puis nous expliquer comment réussir à se séparer de ces objets. Alors, bonjour, moi je suis Isabelle Palassin, donc je suis psychanalyste, psychothérapeute et auteure. Et ce matin, donc, on va parler des objets. Alors, premier constat, nous accumulons de plus en plus d'objets. C'est-à-dire que chaque foyer en possède en moyenne plus de 7000 actuellement, hein, contre 350 en 1850. Ce sont des études qui l'ont montré. Donc, or, aujourd'hui, les logements sont de plus en plus petits et rares sont les foyers qui bénéficient d'un grenier ou même d'une cave, hein, puisqu'on voit bien que tous les appartements et même toutes les maisons ne sont pas équipés de cave. Donc, nos capacités de stockage sont de plus en plus réduites. Donc, on a d'un côté de plus en plus d'objets et de l'autre côté de moins en moins de place pour les ranger. Donc, on se sent de plus en plus envahi. Pour savoir comment se libérer des objets, comment réussir à jeter sans s'angoisser, il faut d'abord prendre le temps de se demander mais qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à ces objets? Alors, on va voir d'abord que je vais d'abord vous citer un petit poème de Lamartine, enfin un petit bout de poème de Lamartine plus exactement, Il faut que qui tu prennes dit le contrôle, tu appuies sur le bouton contrôler pour défiler les diapos. euh, ben là je l'ai moi, je vois que ça défile. Mais c'est il Euh, n'y a que toi qui défile tes ah diapos en fait. pardon, Il faut que tu appuies mais sur je n'ai contrôler d'abord, en haut. ben, j'ai pas de bouton Tu l'as pas? contrôler. Non, j'ai conversation participant, lever la main, réagir, périphérique, effect, etc. Partager, mais j'ai pas contrôlé. Ouais, je vais défiler si tu veux. D'accord, merci. Donc, donc ce petit poème de Lamartine, hein, qui s'appelle, qui est, enfin, c'est quelques vers qui sont tirés du poème à Milly, c'est de poème Milly, pardon, ou la terre natale, c'est objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer. Dans ce poème, Lamartine parle donc de la terre natale, du lieu où il est né, du passé qui s'enfuit, qui ne revient pas, et donc bien sûr des objets inanimés. Les objets inanimés dont il parle nourrissent cette nostalgie. C'est que les objets, et nous allons en parler tout au long de cette matinée, ne sont pas que de la matière concrète dont ils sont composés. Hein. Ce n'est pas juste des morceaux de plastique, de bois, de fer, etc. Ils sont bien plus chargés que ça. D'ailleurs, depuis le début de l'humanité, il existe des objets religieux ou magiques. De tout temps, ainsi, certains objets ont été fabriqués par les humains et dotés de pouvoirs surnaturels. Là, je vous ai mis une lampe qui ressemble à la lampe du génie d'Aladin, c'est-à-dire que c'est vraiment un objet qui pourrait être magique. Donc, ce sont des objets qui ont été conçus pour être utilisés soit dans des rituels magiques, soit dans des rituels religieux. Alors, ils sont pourvus ainsi ils sont revêtus en fait de pouvoir. Alors, soit les objets magiques, par exemple, sont fabriqués avec des matériaux qui en eux-mêmes sont chargés de symboles. Ça peut être, par exemple, les 4 éléments, la terre, le feu, etc. Et donc ça
ça confère à l'objet l'énergie de l'élément, soit on prend, vous savez, dans les histoires de sorcières, on prend des cheveux de la personne qu'on veut envoûter, etc. Donc c'est vrai que, par exemple, une simple poupée de chiffon peut devenir un support d'envoûtement, pardon. Un fer à cheval, bête, hein, un fer à cheval, un cheval qui perd son fer, devient un objet capable de porter chance. Et puis certains, parce qu'ils sont associés à un cérémonial spécial et surtout à une croyance, créent une peur, un espoir. Ils donnent l'impression que d'eux peuvent dépendre notre avenir, notre bonne ou mauvaise fortune. C'est toute la force de la suggestion et du symbole. Mais en dehors de ces objets surnaturels ou spirituels, les objets nous attachent et on va voir comment. Alors, il y a toute la symbolique des objets, on vient un peu d'en parler, mais c'est vrai qu'au-delà de leur utilité, de leur qualité esthétique, les objets sont porteurs de symboles, c'est-à-dire d'une valeur qui dépasse la simple valeur marchande ou utilitaire. Alors ça, c'est la diapo suivante. Voilà. Donc là, je vous ai mis un doudou parce que le doudou, c'est le premier objet qui est plus qu'un objet. C'est-à-dire que quand le bébé choisit un doudou, c'est pas un lapin, un nounours ou un morceau de couverture qu'il lit seulement. Mais c'est une chose qui d'abord lui procure une sensation agréable. Le plus souvent, ce sont des sensations tactiles. Et il va le faire sien dans le plein sens du mot. C'est-à-dire que, et ça c'est ce qu'a montré le psychanalyste anglais Winnicott hein, dans l'objet transitionnel, le doudou fait partie de lui. C'est-à-dire au début, pour le nourrisson, il n'y a pas de vraie différence entre ce qui est lui, et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui est le monde extérieur. Il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et le doudou, qui est toujours à portée de main, toujours là quand il en a besoin, comme si c'était un prolongement de lui-même, eh bien, il fait justement partie de lui, partie de ce moi, non moi. Et c'est important parce que le bébé a besoin, dans un premier temps, de cette illusion de toute puissance, de cette fusion avec le monde, d'avoir l'impression qu'il crée ce dont il a besoin. Or, avec les humains qui l'entourent, l'ajustement n'est pas toujours parfait, heureusement peut-être, et la mère met parfois du temps à réagir à son appel. C'est dans ces temps que le bébé prendra conscience de la réalité, qu'il y a lui et qu'il y a le monde extérieur, qui ne répond pas toujours à son appel. Le doudou répare ses accros dans la toute-puissance du bébé, et c'est pour cela qu'il est si précieux dans les premiers mois, voire les premières années. Et on aura l'occasion de revenir à cette question de l'objet comme prolongement de soi. Mais donc, voilà, gardons en tête que ce doudou, pour les petits, c'est vraiment quelque chose qui est tellement important parce que c'est une partie de lui-même. Ensuite, il y a une valeur historique aussi aux objets. C'est-à-dire qu'on peut être fasciné par le fait qu'un objet ait traversé les siècles ou qu'il ait été utilisé par une personnalité connue ou qu'il ait été présent sur un événement historique. Par exemple, au Moyen-Âge, c'est vrai qu'il y avait une espèce de trafic des reliques, c'est-à-dire qu'il y avait des morceaux de la vraie croix, des morceaux soi-disant de la couronne d'épines, du Christ, etc. Et donc, on donnait une attention évidemment extrêmement importante à ces objets qui, au fond, auraient pu passer pour de simples bouts de bois et qui, bon, souvent l'étaient, hein, parce qu'il y a tellement eu entre guillemets, vrais morceaux de la vraie croix, qu'en fait, on aurait pu en faire des dizaines avec. Donc, en fait, ils étaient revêtus, évidemment, de cette force liée à la foi et à la croyance. Mais c'est vrai que si on revient plus près de nous, il y a aussi certains, on voit bien hein, que certains aujourd'hui gardent précieusement un pavé de 68 ou un morceau du mur de Berlin, c'est-à-dire des souvenirs, des morceaux qui témoignent en fait d'un événement historique. Ensuite, il y a la valeur du souvenir. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui témoignent d'un événement ou d'une période importante de notre vie. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la grande histoire, on est dans notre petite histoire à nous. Alors, on peut garder précieusement son bouquet de mariée, ses premiers livres d'enfants dans lesquels on a appris à lire, ses carnets scolaires. C'est-à-dire que tous ces objets sont comme des témoins de notre histoire.
ils sont d'une certaine façon la trace que nous laissons sur Terre et que nous aimerions transmettre à nos descendants. C'est-à-dire que si on les garde, bien sûr que c'est pour s'y replonger aussi, pour revivre à travers eux ces périodes qui ont été importantes pour nous, mais c'est aussi pour pouvoir dire à nos petits-enfants, par exemple, ah ben regarde, à mon époque, comment on apprenait à lire, regarde comment c'est différent de ce que tu peux, toi, avoir à ton école, etc. Ensuite, il y a la valeur sentimentale des objets. Et là, on va parler des traces que les autres laissent en nous. C'est-à-dire que ce n'est plus les traces que nous laissons chez les autres, comme ce que je viens d'évoquer, mais ce sont les traces que les autres laissent à l'intérieur de nous. C'est le cas du cadeau, par exemple. C'est-à-dire, on garde précieusement, hein, souvent, le premier cadeau de fête des mères. Alors, ça peut être un collier de pâtes qu'a fait notre enfant à la crèche ou à la maternelle. Mais c'est vrai que c'est important parce qu'il y a une valeur sentimentale, évidemment. Et puis, alors, ça, bon, le collier de pâtes, ça prend pas trop de place, mais ça peut être aussi le vase hyper moche qu'on se croit obligé de conserver parce qu'il a été offert par quelqu'un que l'on aime. Et jeter ce vase, ce serait comme faire injure à la personne avec qui nous l'a offert. Mais aussi, on a tous ces objets qui sont témoins des premières fois de ses enfants, par exemple. Là, il n'y a pas tellement d'explications à donner, tant il est évident que nous gardons tous ces objets qui ont appartenu à quelqu'un qu'on aimait. Alors, c'est vrai que les premières fois des enfants, ben, on garde les premiers dessins, souvent, on garde les premiers bulletins scolaires, on garde, voilà, on aime bien ou même parfois la première barboteuse, les premières dents qui sont tombées, etc. Parce que c'est comme garder en fait le souvenir des premiers moments qu'on a passés avec son enfant. Mais aussi, on a tous les objets qui ont appartenu à quelqu'un qu'on aimait et qui n'est plus. Par exemple, si on garde le briquet d'un grand-père, le sac de sa mère, une théière qu'on a toujours vue dans la maison familiale, etc. Voilà, ces objets sont là pour, en quelque sorte, comme témoins de notre passé. Alors maintenant, on va prendre la diapo suivante. On va prendre le cas particulier de la collection. C'est-à-dire que la collection, c'est une façon d'investir son temps, son argent, de donner un sens à sa vie, mais aussi d'éprouver des émotions fortes. Par exemple, c'est vrai que pour un collectionneur, il y a cette question de la chasse à l'objet unique, l'excitation de l'obtenir, le plaisir de le posséder, mais aussi toute cette question de le trouver, en fait. Et c'est aussi le plaisir de posséder l'objet, de posséder quelque chose que les autres n'ont pas, parce que c'est vrai que dans le milieu des collectionneurs, souvent, il y a quand même de la rivalité. Il y a « Ah mais oui, mais lui, il a tel objet que je n'ai pas réussi à avoir et moi, j'ai celui-ci qu'il ne peut pas avoir. » Enfin, voilà, il y a ce plaisir-là. Mais c'est à un tel point, en fait, que parfois, il n'est pas possible de terminer une collection sans avoir un sentiment de vide et de dépression. C'est-à-dire que là, on rejoint un petit peu la question du doudou. C'est-à-dire que la collection, c'est un prolongement de soi. C'est un monde que l'on contrôle complètement. On conserve à portée de main, il est toujours à la disposition, on le façonne à sa guise, etc. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a un contrôle tout puissant. Et c'est vrai qu'au moment où on termine une collection, ou même où on doit vendre une collection, par exemple, c'est vrai que parfois pour en refaire une autre, ou parce qu'on doit se séparer, on doit déménager, etc., eh bien, c'est vrai que ça peut entraîner un sentiment de vide, un sentiment de dépression, vraiment comme un arrachement. C'est vrai que c'est pour ça que c'est extrêmement parfois difficile en fait de se séparer de cette collection dans laquelle on a tellement investi de soi. Alors on va voir sur la diapositive suivante qu'il peut exister une pathologie de l'accumulation d'objets. C'est le syndrome de Diogène. Donc là, je vous ai mis une photo de ce que ça peut représenter, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la
silogomanie, excusez-moi, qui est en fait le fait d'accumuler des objets. Ça peut par exemple toucher des personnes qui ont vécu des périodes de dénuement, comme la guerre par exemple, et qui ne jettent rien au cas où ça pourrait encore servir. Et jeter dans ce cas-là peut même être lié à une culpabilité. Donc on peut avoir voilà, des intérieurs où les personnes gardent systématiquement des objets, etc., accumulent un petit peu, mais ce qui est différent avec le syndrome de Diogène, c'est que là, ça va se doubler d'autres symptômes. C'est-à-dire que l'accumulation, ça touche, on le voit sur cette photo, des vieux papiers, des emballages, des restes d'aliments, des emballages de nourriture, etc. Et ça devient en fait une accumulation qui peut être étouffante. Et en plus, qui peut aussi être sale, parce que ça peut aussi toucher, par exemple, des restes de nourriture, des restes d'aliments, et le ménage n'est jamais fait, évidemment. Les immondices s'empilent, et même l'hygiène corporelle de la personne est abandonnée. C'est-à-dire que, voilà, il y a vraiment quelque chose qui est, la personne s'isole du monde, se replie sur elle-même. Il y a vraiment quelque chose comme ça d'une rupture, en fait, par rapport à un comportement adapté à la société et à l'environnement. Donc souvent, ce qui donne l'alerte d'ailleurs, hein, c'est l'odeur qui s'échappe du logement ou la présence de cafards ou de rats, etc., qui alertent les voisins et qui préviennent les services sociaux. Seulement, des problèmes psychiatriques peuvent être associés à ce syndrome de Diogène, comme la paranoïa par exemple, et à ce moment-là, l'extérieur et les autres deviennent menaçants. C'est-à-dire que le syndrome de Diogène concerne souvent des personnes âgées. Alors, ça peut toucher tous les âges, mais quand même en majorité ce sont des personnes âgées, fragilisées, c'est-à-dire que ça peut faire suite à un stress, à un deuil, etc. Et donc accumuler, là, devient un peu comme une défense. C'est-à-dire que les objets, même la crasse, deviennent une espèce de seconde peau protectrice, au point que forcer une personne souffrant du syndrome de Diogène à quitter ses lieux, à vider sa maison, à faire le ménage, ça peut conduire en fait à un suicide ou à un syndrome de glissement aboutissant à la mort. C'est un peu comme si on arrachait la peau de la personne, cette peau qu'elle s'est constituée pour se mettre à l'abri. Et donc c'est pour ça que l'intervention, bien sûr, des services sociaux est importante, parce que voilà, ça va aider on va amener des gens qui vont pouvoir faire le ménage, mais c'est surtout aussi la présence de médecins qui est indispensable pour pouvoir prendre en charge la personne. Voilà. Donc là, on a vu ce cas un peu extrême. Maintenant, on va voir si on peut vraiment se séparer des objets à valeur sentimentale. Ce qui revient à dire, en fait, est-ce que finalement votre mémoire a vraiment besoin de ce support? Parce que on a vu, les objets sont des supports de mémoire. Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Tiens, est-ce que des photos conservées sur votre ordinateur ou dans le téléphone peuvent suffire? Tiens, est-ce que si je prends en photo le vase que j'ai vu toute ma jeunesse dans l'appartement de mes parents, est-ce que cette photo va suffire en fait à ce que je me souvienne de ce vase, et donc de mon enfance, et donc de mes parents, et donc de ce lien que j'avais avec eux? Parce que c'est un petit peu ça en fait, cet attachement aux objets. Le souvenir de votre père ou de votre mère est-il vraiment enfermé dans cette multitude d'objets que vous conservez chez vous? C'est ça en fait toute la question. Est-ce que conserver le collier de pâtes dont je parlais tout à l'heure, conserver les premières barboteuses, est-ce que tout ça c'est vraiment important au fond pour vous souvenir de l'enfance de votre fils ou de votre fille? Est-ce que c'est vraiment là que ça se loge? C'est vrai que ce sont des questions qui sont importantes à se poser, parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir savoir si effectivement c'est possible de jeter ou pas. Et donc on peut aussi avoir le sentiment de trahir la personne avec qui l'objet est en lien. C'est vrai que si on se sépare, on a l'impression que c'est comme si on se séparait, ou que l'on jetait même la personne aimée. C'est évidemment sur ce comme si qu'il faut réfléchir.
Parce que, est-ce que vraiment, si vous vous débarrassez du sac de votre mère ou de son fauteuil qui ne va pas du tout avec votre style de meuble, est-ce que vous abîmez son souvenir vraiment? Est-ce que, au contraire, vous sentir étouffé par les objets conservés par fidélité ne finit pas à la longue par abîmer la relation à l'absent? C'est-à-dire, est-ce que, voilà, je garde les colliers, les meubles, les livres, etc. Et d'un seul coup, je n'existe plus. C'est-à-dire que je ne suis envahie que par les objets des autres et pas par les miens. Et donc, je finis par être envahie par les autres, au-delà de leurs objets. Alors, comment on peut faire? Peut-être on peut hiérarchiser, c'est-à-dire commencer par faire une espèce de tri du plus important au moins important, de l'objet qui a le plus de valeur à vos yeux. Hein. C'est pas la valeur. Bien sûr qu'on peut faire un tri à partir de la valeur marchande, mais là, ce dont on parle, c'est vraiment de cette valeur sentimentale, de cette valeur d'attachement aussi. Alors, donc, voilà, faire un premier tri. Qu'est-ce qui est vraiment dont je ne peux pas me passer, qu'est-ce qui serait vraiment un arrachement si je devais le jeter, et puis qu'est-ce qui est un petit peu moins, qu'est-ce qui compte un petit peu moins pour moi. Donc ça, c'est un premier tri, effectivement. Et on peut mettre aussi dans une boîte ou dans un carton ceux dont on peut ne pas, dont on ne peut pas, pardon, se défaire, mais qui n'ont pas leur place dans notre intérieur. Parce qu'on se dit, mais finalement, bon voilà, ce bibelot pardon, que j'ai gardé pendant des mois, des années, etc., qui va nulle part, en vrai, bon, et si je le mettais dans une boîte? C'est-à-dire, je ne vais pas m'en séparer, je ne le jette pas, pardon, mais je vais le mettre ailleurs pour dégager un petit peu de place. Et c'est vrai que finalement, en mettant dans une boîte ou un carton ces objets auxquels on se croit tellement attaché, et puis on va ranger le carton dans une cave si on en a une, ou bien dans un coin, et puis finalement, au bout d'un moment, on se découvre qu'on a réussi à vivre sans. On arrive à vivre sans les avoir sous les yeux. Et on se rend compte aussi que ce n'est pas parce qu'on ne les a pas sous les yeux qu'on oublie la personne auquel ils sont liés, ou les circonstances, ou notre enfance, ou la partie de vie à laquelle ils sont liés. C'est, par exemple, les souvenirs de vacances. C'est pas parce que vous rangez dans un tiroir les coquillages que vous avez ramassés sur la plage l'année dernière que forcément vous allez oublier en réalité c'est les bons moments que vous avez passés sur la plage avec vos enfants et vos petits-enfants, etc. C'est ça, c'est-à-dire qu'il s'agit de décoller cette question du souvenir et du sentiment qui lui est attaché, en fait, à l'objet. Alors maintenant, on va voir comment on peut donner du sens au tri. Alors là, j'ai mis une photo qui est un peu atroce d'un vieux nounours, mais c'est vrai que, en fait, bien sûr qu'on peut tout mettre dans un sac en plastique et tout jeter à la poubelle. Mais c'est vrai que ça devient encore plus compliqué de faire du tri et de jeter si on fait ça. Pourquoi? Parce que du coup, on assimile réellement l'objet qu'on va jeter à une cochonnerie en fait qu'on jetterait. C'est-à-dire que là, on lui fait perdre en effet de sa valeur. C'est-à-dire qu'il devient quelque chose, uniquement quelque chose dont il faut se débarrasser. C'est pour ça que finalement, on peut essayer de faire autrement et de donner du sens vraiment au tri. Alors, il y a 3 possibilités de le faire. Par exemple, en donnant. Évidemment, le plus simple, ça consiste à donner une association à une personne qui a besoin, elle, de l'objet que vous possédez et dont vous ne savez pas quoi faire. Alors, ça, c'est non seulement utile pour elle, mais aussi c'est bon pour vous. Vous faites d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que d'une part, vous vous allégez, et vous faites une bonne action. Or, alors ça, c'est assez intéressant, différentes études canadiennes ont montré que l'altruisme, c'est-à-dire le fait de donner aux autres, de faire quelque chose pour les autres, eh bien, c'est quelque chose qui réduit le stress, qui réduit les risques de maladies cardiovasculaires et qui améliore notre santé mentale. Donc,
voilà, renseignez-vous auprès de la mairie, des associations éventuellement religieuses, pour savoir où donner, parce que ça va faire du bien à votre environnement, c'est-à-dire que de savoir, de vous dégager de l'espace, on y reviendra, mais aussi ça va vous faire du bien à vous d'avoir fait cette bonne action. Ensuite, on peut se dire qu'on peut revendre. C'est vrai qu'à l'époque de la promotion de l'économie circulaire, pour alléger notre dette écologique, pardon, mais parfois économique aussi, la revente de nos objets encombrants peut être une bonne façon de leur trouver une seconde vie. Alors, c'est à la fois un petit pécule pour vous et une façon pour celui qui va acheter, d'acheter moins cher, plus responsable pour votre acheteur. Alors, bien sûr, la question, c'est pas, c'est parce que j'ai une petite anecdote comme ça. Je me souviens d'un jour un vide-grenier que j'avais fait avec mon fils, qui vendait donc ses vieux jouets, etc. Mais tout de suite, il est allé acheter, il est revenu en achetant encore plus de jouets finalement qu'il a acheté pas cher, et donc ça n'avait servi à rien. Donc là, la question, c'est évidemment de vendre, mais pour se débarrasser. Et donc, évidemment qu'il y a plusieurs types de ventes comme ça, qui est possible, hein. Il y a évidemment les vides-greniers, donc on connaît tous, hein. Maintenant, c'est de plus en plus courant. Donc dans chaque commune, quasiment, il y a un vide-grenier une fois par an. Donc ça, c'est l'occasion effectivement de vider ses placards, de vider ses armoires, etc. Et puis, bien sûr, il y a les sites internet, les applications comme Le Bon Coin, comme Vinted, qui sont de plus en plus à la mode, puisque la question de encore une fois, de l'économie circulaire est de plus en plus dans l'air du temps, puisqu'il faut réduire notre consommation. Et puis, il y a la transformation. C'est-à-dire que là aussi, si on doit jeter des objets, c'est important de penser à l'écologie, parce que la technique du grand sac poubelle dont je parlais tout à l'heure, c'est commode, mais bon, c'est quand même très moyennement responsable par rapport, encore une fois, à l'environnement. Donc, vos vieux objets peuvent être soit réparés par des associations dédiées, afin de leur trouver une seconde vie, soit de servir de matière première à la fabrication de nouveaux biens de consommation. C'est pourquoi il est important de bien jeter. Alors là, ça va être important de se renseigner sur la façon dont le ramassage des encombrants est organisé dans votre quartier. C'est-à-dire quel jour et où vous devez déposer vos objets encombrants. Et puis, en général, c'est quand même qu'une fois par mois. Donc, si vous êtes pressé de vous en débarrasser, il faudra vous rendre à la déchetterie. Là aussi, renseignez-vous, parce que souvent, il faut un justificatif de domicile. On peut vous le demander. Et puis, la déchetterie, évidemment, n'est pas forcément ouverte au moment où vous avez fini votre tri. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les déchetteries ne sont pas ouvertes le dimanche, quand vous avez le temps de faire le tri. Donc, c'est important de se renseigner. Mais donc, dans ces trois façons, en fait, de se débarrasser des objets, on voit bien comment ça prend du sens, en fait. C'est-à-dire que c'est pas jeter pour juste s'en débarrasser, c'est aussi, on va donner une seconde vie. Enfin, c'est un peu la question de la publicité, hein, pour l'économie circulaire, mais c'est vrai que c'est ça, c'est on donne une seconde vie aux objets, et donc ça prend sens, en fait. Et puis, on va voir que finalement, réussir à acheter, c'est réussir à se libérer. Comment? Alors, c'est la diapo suivante, et ça va être la dernière diapositive. Mais donc, réussir à acheter, c'est réussir à se libérer, c'est-à-dire on va libérer de la place. Là, je vous ai mis deux photos, hein, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez un environnement très en désordre, très chargé, etc., d'objets, et de l'autre côté, un intérieur feng shui, entre guillemets, c'est-à-dire très zen, libéré des objets encombrants, etc. Et on voit bien comment, dans un cas ou dans un autre, le seul fait de regarder ces photos crée quelque chose de différent en nous. C'est-à-dire que quand on voit cette photo pleine de désordre, on sent une espèce de sentiment d'oppression qu'on n'a pas du tout sur le deuxième cliché. Donc,
voilà, il y a un premier effet, pardon, qui est un effet sensitif presque, hein, sensuel, de qu'est-ce que ça nous fait d'être envahi par ces objets, ou qu'est-ce que ça nous fait d'être débarrassé, d'avoir du vide. Et évidemment, libérer de la place, ben, c'est pas forcément pour remplir tout de suite l'espace. Une fois le tri opéré, vous gagnez qu'est-ce que vous gagnez en fait? Ben, vous gagnez une meilleure estime de vous-même, déjà. Je l'ai fait. Ah, ça y est, j'ai réussi. Et puis, vous gagnez aussi du temps. C'est-à-dire qu'il y a moins de ménage à faire, il y a moins de temps à chercher les choses au milieu du fatras. Et puis, vous pouvez aussi réaménager l'espace pour qu'il soit plus adapté à votre vie. Mais c'est aussi se libérer de l'espace mental. Pourquoi? Parce que tous ces objets qui vous encombraient étaient aussi des obligations que vous vous étiez créées vis-à-vis des autres. On l'a vu, hein, cette question de la loyauté, de la fidélité à l'autre, et donc de cette question de ne pas vouloir jeter parce qu'on a l'impression qu'on rejette la personne à qui l'objet a appartenu. Donc, c'est vrai que, par exemple, ça peut être, on peut avoir l'impression de ne pas être suffisamment une bonne fille, ou voilà, si on jette des objets qui ont appartenu à son père ou à sa mère. Et il est important de le dire, de le redire, parce que je vous l'ai déjà dit ce matin, mais jeter les encombrants ne coupe pas le lien avec ceux qui vous ont été chers. Pas du tout. Ça permet juste de les mettre à leur juste place dans votre cœur. Vous ne les oubliez pas, mais vous récupérez votre espace et donc quelque part votre vie aussi. D'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel moment la question du tri devient indispensable. C'est toujours au moment de grands changements, au moment des deuils, au moment des déménagements, au moment où on a envie d'autre chose aussi. Et le tri devient alors symbolique, il est symbolique d'un nouveau départ. Vous vous désencombrez aussi bien physiquement que mentalement pour faire de la place à un avenir qui peut se déployer. Voilà, maintenant, j'ai fait un peu ce tour d'horizon. On va pouvoir passer, si vous avez des questions et surtout des témoignages, eh bien, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à partager. Voilà, merci. On fera ça juste après avoir clôturé. Merci beaucoup Isabelle. Restez bien avec nous, on va échanger. Je vous invite à cliquer sur le petit lien sur la diapositive pour remplir le questionnaire de satisfaction. C'est important pour nous que vous le fassiez, que vous remplissiez ce questionnaire pour que nous puissions faire un retour à nos financeurs et également à nos intervenants. Je vous remettrai le lien dans la barre de conversation dans quelques instants. Ici, vous avez la diapo avec la chaîne YouTube de Movadom, où vous pouvez retrouver toutes nos visios, le lien pour s'inscrire à nos prochaines visios et le lien du téléchargement du livre audio et des podcasts sur le site de movadom.com. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com. Encore merci à la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne et à la CNSA. Merci beaucoup Isabelle et à tout de suite pour les questions-réponses.